Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je pète le feu, comme on dit ici au Québec. Pourquoi? Parce que je suis en joie de vous présenter enfin le troisième et dernier épisode de Cerveau en scène, beaucoup plus qu'un simple talk show. Et je vous le dis, aujourd'hui, c'est de la bombe. Donc, si vous n'étiez pas en forme après cet épisode-là, je vous garantis que vous allez avoir envie de soulever des montagnes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on aborde l'importance de faire de son cerveau un allié pour réaliser ses rêves et atteindre tous les objectifs qui sont importants pour nous. Et dans cet épisode-là, je reçois, mon Dieu, l'incroyable chanteur Étienne Drapeau qui, pour lui, les épreuves, ça n'existe pas, hein, c'est des solutions. Donc, une épreuve égale un tremplin vers une solution. Il a abattu les obstacles un après l'autre pour pouvoir réaliser ses rêves. C'est tellement, mais tellement inspirant. Vous allez adorer. Je ne compte même plus le nombre de commentaires qu'on a reçus la semaine dernière quand on a fait le dévoilement de cet épisode-là. C'est pour ça que je suis hyper contente de pouvoir aujourd'hui libérer l'épisode sur les réseaux sociaux. Je suis convaincue que vous allez adorer. Donc, je le mentionnais, c'est le dernier épisode d'une série de 3. Le premier épisode, hein, on abordait l'importance de faire de son cerveau un allié pour mieux gérer le stress et éviter l'épuisement professionnel. Et on a reçu Linda Talley qui a été tellement généreuse, tellement incroyable et qui nous a appris l'importance de se prioriser, hein, de devenir la rockstar de notre propre vie et de prendre soin de soi et ce, sans culpabilité. On mérite de faire un éloge à la lenteur et de se prioriser. Dans l'épisode numéro 2, on a reçu la fabuleuse Loulou Hughes qui nous a émus aux larmes avec son histoire et qui nous donne le goût tellement, mais tellement de reprogrammer son cerveau et de dire, OK, les épreuves font partie du passé et maintenant, j'avance vers l'avenir avec un sourire, avec une force, avec une nouvelle attitude, une nouvelle énergie renouvelée qui, elle, va me conduire à davantage de légèreté, de bien-être. C'est un épisode incroyable. Et aujourd'hui, on s'en va ailleurs et on finit ça en feu d'artifice parce que rêver grand, c'est possible, atteindre ses objectifs, c'est possible, mais quand on a peur du jugement, quand on procrastine, quand on pense que c'est pas pour nous, vous savez, le cerveau, il peut mettre de nombreux blocages dans notre esprit pour nous faire abandonner. Je le dis à maintes reprises, notre cerveau, il est soit notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Mais si vous saviez à quel point vous avez du pouvoir, un pouvoir heureux, et c'est celui de comprendre le fonctionnement de votre cerveau et le diriger étape par étape dans l'atteinte de tous les petits objectifs qui, eux, vous conduisent à un grand objectif, un grand rêve. Et les rêves sont différents pour chacun, mais ils sont importants pour nous dans notre cœur. Alors, on mérite de faire de notre cerveau un allié pour atteindre et réaliser ce qui est important pour nous, ce qui est important pour toi. Alors voilà, je te souhaite une super belle écoute et comme à l'habitude, si jamais tu aimes cet épisode-là et que tu connais des gens autour de toi qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir atteindre leurs objectifs et leurs rêves, n'hésite pas à partager. Ça me fait un immense plaisir que les gens comprennent comment faire de leur cerveau un allié. Donc, bon visionnement. Moi, quand je suis sortie du Moulin Rouge, j'étais crinquée, là. J'avais les énergies à la hausse, au plafond. J'ai été allumée comme un sapin de Noël, tu sais, puis je me suis dit, que ça fait du bien. Et je me suis dit, tiens, je vais ramener ça au Québec. Et là, j'avais ma nouvelle idée qui était de créer un talk show. C'est vraiment un très, très gros projet et unique en son genre parce que qui aurait cru qu'on aurait pu jumeler neurosciences et Moulin Rouge ensemble? C'est deux idées complètement distinctes, deux chemins neuronaux complètement distincts dans le cerveau. Mais quand on laisse la magie opérer et qu'on laisse ces deux chemins-là connectés ensemble, ben, il peut se créer quelque chose d'unique et c'est exactement ce qu'on va vivre en février prochain avec la diffusion des 3 épisodes. Ça, c'est l'innovation, ce que tu viens de dire, de mettre deux choses qui, à première vue, n'ont aucun lien ensemble, puis les mettre ensemble pour créer quelque chose de complètement unique qui n'existe pas. C'est ça l'innovation. Es-tu prêt, mon cœur? Je suis stressée!
Il est temps! Oh my God! Oh my God! Oh mon Dieu, c'est tellement plus beau que je le pensais! Oh mon Dieu, c'est complètement fou. Je vais avoir mon propre studio. Je serai peut-être pas la meilleure animatrice au monde, mais je suis la meilleure prof au monde. Ça va rocker sur cette scène-là. J'en reviens pas. C'est le grand départ! Ok, oui! Tu te sens comment? Vraiment excitée. Oui? Oui. T'es-tu prête? Plus que jamais. On est-tu prête? Oh oui, on est prêt. Tout est dans l'auto. Oui. Ah, j'ai hâte! Attention au cerveau, là. Attention. OK. Annick qui contrôle encore. Bye! À tantôt! Hey, moi, elle est dehors. Bonsoir et bienvenue à Cerveau en scène, beaucoup plus qu'un simple talk show. Ce soir, nous allons plonger dans l'univers fascinant de votre cerveau, cet incroyable architecte de vos pensées, de vos émotions et de vos comportements. Dans un monde où le stress et les défis sont omniprésents, il est impératif de comprendre et d'apprivoiser ce grand patron de tous les aspects de votre vie. Grâce à des enseignements, des échanges avec des artistes de grande qualité et des témoignages vraiment inspirants d'anciens étudiants, nous allons explorer ensemble comment votre cerveau peut devenir le plus important de vos alliés. Je m'appelle Annick Laprate, je suis enseignante, autrice, conférencière, master coach et praticienne en neurosciences. J'ai donné plus de 1230 conférences au Québec et en Europe. La conférence Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure a été vue par plus de 30 000 personnes. C'est un tel bonheur pour moi d'enseigner. Et c'est pour ça que dans le cadre de la semaine de promotion de la formation Reprogrammer votre cerveau, on a tout mis en place pour vous offrir rien de moins que le meilleur. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos esprits et laissez la magie de Cerveau en scène éclairer votre chemin vers une meilleure gestion du stress, un passé allégé et vers la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Bon talk show! Bonsoir tout le monde et bienvenue à Cerveau en scène, beaucoup plus qu'un simple talk show. Ce soir, nous allons aborder comment faire de votre cerveau un allié pour générer encore plus de bien-être et de bonheur, pour réaliser vos objectifs et les rêves qui sont vraiment importants pour vous. On a tous des rêves et des objectifs à accomplir, que ce soit de rencontrer l'amour, que ce soit de retrouver la santé, perdre du poids, démarrer son entreprise, faire un peu plus d'argent, voyager, avoir des moments de qualité en famille, apprendre une nouvelle langue. La vie est pleine d'opportunités à explorer et à saisir. Mais encore une fois, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et accomplit tous ses objectifs versus quelqu'un qui a souvent tendance à abandonner en cours de route? Et oui, ça dépend comment leur cerveau est câblé. Et mon but ce soir, c'est de vous donner quelques trucs et conseils pour bien câbler le vôtre. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir pour que notre cerveau soit à son plein potentiel pour nous guider vers l'accomplissement de nos rêves et objectifs, c'est qu'il faut faire preuve de précision. Souvent, quand on a des rêves, des objectifs, ils sont souvent trop vagues. C'est normal. La plupart des humains vont fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, moi, je veux voyager, je veux maigrir, je veux retrouver la santé, je veux faire plus d'argent, je veux démarrer une entreprise. » Et ça, en fait, c'est la finalité qui est hyper intéressante, mais très, très vague pour le cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand on dit « Je veux atteindre ceci », il y a le préfrontal qui s'emballe et qui dit « Wow, c'est une excellente décision, vas-y, go, go !» Et on reçoit de bonnes biochimies qui nous met en énergie. Mais une fois que ça c'est fait, le préfrontal, il transfère l'information aux chemins neuronaux. Mais là, vous le savez, on a des milliards de chemins neuronaux dans notre cerveau. Lequel qui va activer? Est-ce qu'il va activer le chemin neuronal « Je crois en moi, je vais y arriver, puis aide-moi à accomplir ceci » ou il va activer le chemin neuronal « J'abandonne en cours de route ». Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à être précis pour s'assurer que notre cerveau active les bons chemins neuronaux. Un des trucs hyper efficaces pour aller vers la précision,
c'est un truc que vous connaissez tous, c'est de prendre le grand objectif à atteindre et de le subdiviser en plusieurs sous-objectifs. Donc, ce que ça fait pour le cerveau, en fait, c'est que ça lui donne une direction claire. Donc, par exemple, si on prend mon grand objectif, c'est de perdre du poids, de retrouver la santé. Maintenant, c'est de se poser les questions, comment je vais y arriver? Avec qui? Dans quel horaire? À quelle heure? Qu'est-ce que je fais concrètement et comment je vais célébrer tout ça? Donc, par exemple, si je veux retrouver la santé, ben je vais dire, OK, pour retrouver la santé, je veux avoir un plat alimentaire. Mais lequel? Est-ce que je veux manger bio, végé? Est-ce que je veux manger, plus de protéines? Donc, quel plat alimentaire que je veux? Est-ce que j'ai besoin d'une coach? Si oui, laquelle? Nos réunions sont à quelle heure? Quel jour? Si je veux m'entraîner, quel exercice que je fais? Concrètement, je m'entraîne quel jour, à quelle heure? Est-ce que je fais de la natation, du ski, du tennis? Est-ce que je vais dans un gym? Donc, ultra précis. Donc, dans ce qu'on veut accomplir comme action vers l'atteinte de notre grand objectif. Et plus vous allez être précis et plus vous allez dire à votre cerveau, j'ai besoin de toi pour demain matin, 9 heures pour mon petit-déj et mon entraînement, ben plus il va vous supporter et vous mettre en énergie pour réaliser ces actions-là. Et c'est au fur et à mesure qu'on réalise ces actions-là que vous allez atteindre ce grand objectif-là qui est important pour vous. L'autre point hyper important, c'est de célébrer tous les petits pas que vous allez faire vers l'accomplissement de votre objectif final. Vous le savez, on l'a vu dans les épisodes précédents, le langage du cerveau, c'est la répétition et l'émotion qui est 5000 fois plus puissante que la répétition. Donc, quand vous faites quelque chose, quand vous vous entraînez, quand vous mangez bien ou quand vous appelez des nouveaux clients, donc quand vous êtes en train de faire une action vers l'atteinte de votre objectif final, faut le célébrer avec émotion. Ça prend un you intérieur. Faut dire, wow, je suis fière de moi d'avoir mangé santé. Je suis fière de moi de poser ces petits pas-là pour augmenter mon budget, démarrer mon entreprise ou réaliser ce qui est important pour moi. Sans célébration, il n'y a pas de courant électrique dans le chemin neuronal. Je m'active pour réaliser mes rêves. Et s'il n'y a pas de courant électrique, il sera pas en automatisme et votre cerveau va vous abandonner. OK? Donc, vous devez le programmer à vous soutenir. Et pour qu'il puisse vous soutenir, ben, la façon de le programmer, c'est de faire des you, de générer une bonne émotion positive. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'apprendre, par exemple, un nouveau régime alimentaire en se disant, OK, ça va être bon pour ma santé, là, mais j'haïs ça, manger ça, j'haïs ça. Parce que quand vous êtes comme ça, le cerveau va envoyer un courant électrique dans bien manger, c'est désagréable. Donc, les prochaines fois que votre cerveau va être confronté à un déclencheur de bien manger, vous allez recevoir des biochimies inconfortables. Donc, vous avez une responsabilité, c'est de générer une émotion positive, des you intérieurs dans tous les petits pas que vous faites pour réaliser votre objectif. L'autre point hyper important à prendre en considération quand on est en train de poser des actions vers l'atteinte de nos objectifs et de nos rêves, c'est de se permettre d'être imparfait. Je m'explique. Selon le docteur Frederick Hudson, pour lui, quand on fait quelque chose de nouveau, l'humain bascule dans une des phases qu'il nomme la phase d'exploration. Et quand on explore quelque chose pour la première fois, donc ce sont des nouvelles connaissances ou une nouvelle attitude, un nouveau comportement, ben quand c'est nouveau, on crée le chemin neuronal. Et vous vous rappelez, quand on crée un chemin neuronal, ça demande de l'énergie, on est fatigué et ce n'est pas parfait. OK? Donc, si vous faites quelque chose de nouveau, accueillez l'imperfection, ça fait partie du processus. Et si vous êtes dur envers vous-même, que vous vous tapez sur les doigts, puis que vous entrez dans l'auto-sabotage de « je suis nul » parce que vous n'êtes pas parfait, vous allez saboter votre rêve. Je vous le garantis. Parce que le cerveau, il est pas là pour vous aider ou vous nuire. C'est un programme. Donc, je le répète, mais le cerveau aime la répétition. C'est hyper important. Bienveillance, patience et amour envers soi. Et en rire quand on est imparfait et se dire, c'est OK, je suis en train de créer un chemin neuronal avec de la répétition et de l'émotion positive. Ça va devenir facile et ça va devenir un automatisme. Un dernier point que je veux aborder avec vous en lien avec l'atteinte de ses rêves et de ses objectifs, c'est de prendre conscience que c'est important de s'éloigner de l'intensité. Et là, ça peut peut-être surprendre quelques-uns parce que quand on a un rêve ou on a des objectifs, souvent, on est hyper intense. Donc, on se donne à fond
Et c'est pour ça qu'on va voir des gens qui, par exemple, en perte de poids, ça va devenir leur unique sujet de conversation et ils pensent à ça constamment. Donc, ils sont clairement investis dans la perte de poids. La même chose quand on démarre une entreprise. Donc, ils vont se mettre à travailler du 12, 15, 20 heures par jour. Parfois, ils sont hyper intenses dans ceci. Et c'est OK, mais en même temps, il faut faire attention parce que l'intensité nous donne l'illusion d'être hyper productif. Et je dis bien illusion, parce qu'en réalité, c'est l'adrénaline et la dopamine qui nous maintiennent dans cette énergie-là d'intensité. Mais en parallèle, en fait, notre énergie est en train de se drainer et en plus, on est en train de négliger tous les autres domaines de vie. Et ça, je le sais que vous le savez parce que vous avez sûrement entendu des gens dire « J'ai travaillé si fort toute ma vie pour atteindre ceci, mais je n'ai plus de femme ou de mari pour pouvoir célébrer ce que j'ai réussi à atteindre. » C'est donc hyper important de diriger notre cerveau vers l'équilibre des domaines de vie. Et pour ça, il faut s'imposer des temps d'arrêt, des temps de pause, des temps de régénération et des temps de qualité avec l'amour de notre vie, avec les enfants, avec la famille, avec les amis, avec soi-même. Et encore une fois, de le célébrer, de dire c'est OK, même si je suis en chemin vers l'atteinte de mes objectifs, je prends ce temps-là pour moi, sans culpabilité, et je le célèbre. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps pour atteindre vos objectifs, mais je vous garantis une chose, vous allez l'atteindre avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'équilibre de vie. Vous savez, réaliser des rêves et atteindre ses objectifs, ça peut être vraiment extraordinaire et je vous le souhaite à tous. Mais il faut comprendre que derrière, il y a un parcours pour y arriver. Et ce parcours-là, il peut être soit extrêmement difficile ou beaucoup plus facile, et ça va être beaucoup plus facile si vous reprogrammez votre cerveau et vous le dirigez à bien vous servir pendant tout le processus. Je vous invite maintenant en studio, nous avons l'immense honneur de recevoir un artiste aux multiples talents. Auteur, compositeur, interprète, 9 albums à son actif, plus de 26 millions de vues sur ses vidéos YouTube, conférencier, écrivain à succès et ancien hockeyeur professionnel. Son parcours est celui d'un véritable passionné qui a su conquérir le cœur du public tout en réalisant ses rêves les uns après les autres. C'est un homme au grand cœur qui est également connu pour son engagement humanitaire. Participant à de nombreuses missions à travers le monde, il a été honoré par le lieutenant-gouverneur du Québec pour son implication remarquable. Il est le porte-parole de Sainte-Justine au cœur du monde et ambassadeur pour Opération Enfant Soleil. Pour réaliser ses rêves et devenir le chanteur à succès qu'il est aujourd'hui, il a dû abattre un à un les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Et malgré tous les coups durs, comme sa courte aventure à Star Academy, il est loin d'être découragé et trouve toujours la force de se relever et de se dépasser comme jamais. Grâce à sa philosophie de vie axée sur la gratitude et la pensée positive, il est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à cultiver le bonheur et à réaliser leurs rêves. Mesdames et messieurs, Étienne Drapeau. Salut! Bonjour tout le monde! Bonjour! C'est beau chez vous! C'est beau! Merci Étienne d'être là. C'est vraiment un honneur pour moi parce que quand je cherchais un invité pour ce 3e épisode-là qui traite de l'importance d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses rêves, je cherchais et quand je suis arrivée sur ton site web et que j'ai vu le mot reprogrammation du cerveau, bonheur, réaliser ses rêves, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé l'artiste dont j'ai besoin. Merci de croire en tes rêves et merci de nous inspirer à nous dépasser. Et c'est un honneur de plonger dans ton cerveau aujourd'hui. Ah, ben merci. Merci, c'est un honneur pour moi aussi. Je suis au courant de ce que tu fais, des livres que tu as écrits. Puis effectivement, je pense qu'on a des univers connexes. Ouais. On parle un peu des mêmes thèmes, donc j'ai très hâte de discuter avec toi aujourd'hui. Ça va être un grand bonheur. Maintenant, quand on regarde ce parcours-là, de l'extérieur, si on commence déjà, toi, tu avais un rêve tout petit, c'était de devenir hockeyeur professionnel.
Il y avait que ça dans ma tête. Et j'ai même lu que tu dormais avec tes patins. J'ai déjà dormi avec mes patins. Quand j'avais des patins neufs, c'était la nouvelle plus belle journée de ma vie. J'avais tellement hâte, je dormais avec mes patins. Il n'y a pas un coin de ma chambre qui n'était pas tapissé de photos de joueurs de hockey. Ce n'était que ça. J'écrivais de la poésie, je jouais de la guitare, j'ai fait du piano classique, j'écrivais des poèmes, mais j'allais devenir un joueur de hockey. À 18 ans, j'ai été repêché par le Canadien de Montréal. Ça, c'est ce qu'on appelle de la visualisation. Oui, je l'avais absolument visualisé. J'avais fait une petite prière au bon Dieu. J'avais demandé, écoute bien ça, j'avais dit au bon Dieu, je veux être repêché parce que les Nordiques, moi, je suis un gars de Québec. Les Nordiques de Québec n'existaient plus. Il restait juste le Canadien de Montréal. Fait que j'ai fait une prière au bon Dieu. J'ai dit, monsieur, bon Dieu, appelez-vous comme vous voulez. Ah, parce que tu l'appelles monsieur? Ben, monsieur le bon Dieu, là, comme je savais pas trop comment l'appeler à ce moment-là. Et puis j'ai dit, si vous faites en sorte que je sois repêché par le Canadien de Montréal, je vais devenir la meilleure personne au monde. Je vais faire toute ma vie, tout ce que je peux faire pour venir en aide au monde. Puis j'ai pas demandé d'être millionnaire, j'ai pas demandé de jouer dans la Ligue nationale. Faut faire attention à ce qu'on demande, hein, des fois. J'ai pas dit je vais jouer dans la Ligue nationale, j'ai dit je vais devenir la meilleure personne, puis je vais me servir de ça pour devenir quelqu'un qui va faire du bien dans la vie. Puis finalement, ben, c'est complètement d'autre chose qui m'a amené à faire du bien, c'est pas le hockey. C'est pas le hockey. Mais là, c'était ton rêve d'enfant. Et comme je disais, tu l'as visualisé, tu as travaillé très, très fort, même quand il faisait froid. Tu allais t'entraîner, même que ta mère s'inquiétait pour toi, mais tu disais non, moi, je donne tout ce que j'ai. Donc, tu es déjà persévérant de nature. En fait, ma mère comprenait pas quand il faisait moins 25, moins 30, je mettais mes patins, puis j'étais le seul jeune homme fou de la région de Québec qui allait tout seul à la patinoire s'exercer pendant des mois, puis c'était vraiment ce que je voulais faire. Et un jour, ben, est arrivé dans ma vie des blessures. J'ai eu une déchirure complète de l'aine, grosse reconstruction, et j'ai manqué 1 an de hockey. Et à ce moment-là, ma vie était finie. Je l'écris dans mon premier livre. C'était tous mes rêves, tout mon univers s'écroulait, puis je voyais pas ce qu'il pouvait avoir d'autre. Et un jour, j'étais en béquille, je suis chez nous, je me morfonds, j'ai 2 chums de filles qui disaient « Étienne, viens-t'en, on t'amène dans une boîte à chansons. » Et c'est quand j'ai mis les pieds dans une boîte à chansons pour la première fois que j'ai vu le chansonnier en avant, j'ai vu toutes les filles qui chantaient, puis qui le regardaient, j'étais comme « Je veux faire ça! » Et à partir de ce moment-là, ça a été comme, j'ai tourné la page sur le hockey, puis j'avais un rêve. Je suis allé vivre dans un petit 1,5 dans la région de Québec. J'avais pas une scène, puis j'ai dit, je vais manger du beurre de pinot ou du Kraft Dinner jusqu'à temps que je devienne chanteur. J'ai été gagner ma vie dans les boîtes à chansons, à faire 115$ par soir, mais à tous les jours de ma vie, j'étais heureux. Je prenais ma guitare, puis j'allais faire ce que j'aimais le plus au monde, de chanter, puis j'allais vers mon rêve, tu sais. J'avais pas une scène, j'étais pauvre. Puis un jour, ben, Star Academy est arrivé. Et là, j'ai visualisé une nouvelle fois. J'ai dit, ça, c'est pour moi. Je le sais que c'est pour moi. Et avant de partir pour mon audition de Star Academy, j'ai dit à ma mère, maman, ça, c'est à moi, ils me prennent ça. Écoute-moi bien, ma mère. Oui. C'est sûr. Oui, bonne chance, mon grand. Fait que je suis parti, je suis allé auditionner, puis je suis rentré, puis écoute, je vous conte une petite anecdote rapidement, là. Ça va avoir l'air un petit peu fou de ma part, mais j'étais tellement sûr, je l'avais tellement visualisé, qu'au premier gala, on est une dizaine de gars, puis là, ils nomment ceux qui rentrent à l'académie. Le hasard a voulu que ce soit moi le premier nommé. Et Julie Schneider, le premier qui va rentrer à l'académie, Étienne Drapeau. Et moi, je fais... Et je fais semblant d'être surpris. Si jamais vous revoyez le clip de Star Academy à l'époque, je fais « Oh mon Dieu! » Je le savais, je le sentais en dedans. Moi, je l'avais vu, je l'avais visualisé. Fait que ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie de visualiser des choses, de savoir que c'était pour moi. Mais au-delà de la visualisation, parce qu'on sait que pour atteindre ses rêves et réaliser ses objectifs, déjà, ça part d'une idée. Ça part d'une visualisation, mais ça prend de la persévérance, ça prend de la pratique, et on a tendance à idéaliser ça. Là, moi, je t'écoute et je sais que les gens à la maison comme en studio disent « Oh wow, ok, moi aussi je vais visualiser puis je vais dire c'est à moi ». Mais je veux revenir en fait sur le fait que toi, tu avais un rêve d'hockeyeur, ça tombe à l'eau, ton univers, là, ton avenir est incertain. Et t'es retourné chez toi, t'es blessé, tu dois te réinventer. T'aurais pu abandonner, t'aurais pu dire c'est terminé, et tu décides de te lancer dans la chanson. Et à ce moment-là, t'as pas énormément d'expérience derrière toi en musique et en chanson. En fait, tu vois, quand j'ai eu la grosse blessure, ça m'a énormément ralenti. Le Canadien de Montréal ne m'a pas offert de contrat. Je suis allé retourner 2 ou 3 ans jouer dans les ligues professionnelles mineures. Et ce que je faisais, c'est que je me disais, je vais jouer 1 an ou 2, juste ramasser un petit peu de sous. Et à tous les jours, je revenais de mon entraînement, puis je mettais mon cartable de chansonnier. À l'époque, on n'avait pas des iPads avec des lettres, les lettres là, des chansons. Et je me disais, il faut que je fasse 3 sets. Fait que là, je faisais 1 heure. Bonsoir tout le monde devant un mur blanc.
Bienvenue au voûte Napoléon à Québec. Puis là, je chantais mes chansons, je faisais un set d'une heure. Là, je prenais 15 minutes de pause, comme les chansonniers font. Je refaisais un set d'une heure avec des chansons. Et j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans, tout seul devant mon mur. Et après ça, je suis allé dans les boîtes à chansons. OK, je le répète, là. Je sais, je te coupe, là. Oui, il n'y a pas de problème. Pendant 2 ans, Ouais, tout seul devant un mur, pratiquement tous les jours. à être le meilleur chanteur du monde. Ah, j'étais bon en tabarouette devant mon mur. J'étais vraiment bon. Fait que quand je suis arrivé dans les boîtes à chansons, j'étais prêt. Je te donne un autre exemple. J'ai fait la comédie musicale Don Juan, qui fait très, très bien ici, aujourd'hui, dans le Rouge. Et à l'époque, ils cherchaient, dans la 2e distribution, un nouveau Don Juan. Et on m'a demandé pour auditionner. Et pendant 1 semaine, j'ai vécu comme Don Juan. Je me levais le matin, je me brossais les dents comme Don Juan. Je marchais dans la maison et je pratiquais vraiment, là, le personnage, le rôle, je le voulais. C'était un rêve que j'avais de faire une comédie Et musicale. le personnage t'habitait complètement. Ça m'habitait, je le respirais, et si bien que je suis arrivé devant Félix Gray, qui est le grand compositeur qui a écrit et qui me passait en audition privée. Et je suis arrivé, puis je vous le dis, la ligne entre avoir confiance en soi et des fois la prétention, on se trompe. On pense que des fois, les gens qui ont confiance en eux autres, en leurs moyens, c'est de la prétention, puis il faut pas aller là. Je pense qu'on peut être quelqu'un de très humble, très gentil, de dire merci, s'il vous plaît, d'être un bon petit garçon, bien élevé par sa mère, mais avoir confiance en soi d'une façon incroyable. Et là, j'arrive devant Félix Gray, je rentre, et en rentrant, je dis, Monsieur Gray, j'ai dit, ne cherchez plus, le rôle, c'est moi. Comme ça, vous pourriez dire, voyons, tu ne prends pas pour un 7-up flat, hein? Mais je le voulais, je le visualisais, je suis arrivé, j'ai dit, c'est moi, vous allez en trouver un qui chante un peu mieux, qui joue un peu mieux, qui danse un peu mieux, mais overall, je vais être votre meilleur, ça va être moi, arrêtez de chercher. Il me regarde, il fait, ouais, d'accord, va chanter. Et puis là, je chante, et puis après une chanson, il me dit, finalement, il dit, chante la chanson de Les Femmes de Mario Pelcha. Je dis, OK, mais je l'avais pas apprise. Et je l'ai chanté, puis il m'a offert le rôle de Mario Pelcha dans les comédies musicales, mais je suis rentré avec une assurance, j'avais visualisé. Donc, à chaque fois où presque j'ai eu des rêves, je les ai visualisés, puis j'y ai cru, et j'ai fait en sorte que les choses se produisent. Parce que c'est sûr qu'on peut visualiser, puis demander, vous recevrez, mais il faut faire les gestes qui vont avec ça, bien sûr. Ce que je trouve super important et qu'on a vu aussi au niveau de la reprogrammation du cerveau, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça envoie un courant électrique dans le chemin neuronal de ce qu'on veut réaliser comme rêve et objectif. Chaque fois qu'on dit quelque chose, ça envoie un courant électrique dans le chemin neuronal de ce qu'on veut réaliser. Donc, toi, en pratiquant pendant 2 ans, tout seul devant un mur blanc, t'as envoyé plusieurs courants électriques et on sait qu'un chemin neuronal qui a plusieurs courants électriques, il devient puissant. Et quand il est puissant, on bascule en automatisme. Et ça, c'est extraordinaire parce que tu as reprogrammé ton cerveau déjà à devenir un chanteur. Et quand on le fait comme ça à répétition, donc ça demande quand même de l'effort, faut passer à l'action, mais on se dit toujours que chaque courant électrique nous ramène toujours plus près de nos rêves et de nos objectifs, et t'en es l'exemple parfait. Mais c'est tellement beau ce que tu dis, je m'assoirais sur ce divan-là, je t'écouterais toute la soirée. C'est magnifique. Écoute, je bois tes paroles, je trouve ça extraordinaire. Oui. Moi, je lis beaucoup. Puis je crois beaucoup au pouvoir des mots, hein, le logos, qui est le pouvoir de la parole. Et puis j'aime l'étymologie des mots. Et puis récemment, j'ai réalisé que le mot identité était issu de 2 termes latins. Essentitas, qui veut dire être, et identidem, qui veut dire plusieurs fois. Donc, qui l'on est, notre identité, c'est en quelque sorte notre être répété. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est que jamais vous changerez votre vie si vous ne changez pas ce que vous faites et ce que vous répétez à tous les jours dans votre vie. C'est pour ça que c'est tellement important de sans cesse alimenter son esprit, son cerveau, son cœur avec du positif, avec de l'amour, avec de la gratitude. Et c'est comme ça, moi je l'exprime dans d'autres mots, mais toi tu l'exprimes de façon scientifique. Et c'est comme ça qu'on fait le choix du bonheur, en alimentant son cœur et son esprit tous les jours avec du positif, avec de l'amour. Puis le bonheur devient un choix. Moi j'ai écrit ce livre-là qui est Faire le choix du bonheur, mon premier livre. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer, que le bonheur, c'est pas un état d'âme ou une émotion, c'est un choix, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre et de voir la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Honnêtement, Étienne, quand on t'écoute, on boit tes paroles littéralement et on a tout de suite envie, là, de choisir le bonheur, de réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs. Et souvent, quand on entend des témoignages comme le tien, on se dit, OK, ça y est, on a le préfrontal qui s'allume comme un sapin de Noël, puis on fait, OK, j'y vais. Mais la réalité, c'est qu'on rencontre des obstacles. Et souvent, les gens vont se laisser abattre par les obstacles. Mais toi, dans ton cerveau, un obstacle, c'est un tremplin. Un obstacle, ça n'existe pas. Moi, j'en ai eu, je ne sais pas combien de fois, j'ai eu des coups de bâton dans les jambes ou qu'on m'a fermé des portes. J'étais le premier éliminé de Star Academy.
sais. Et si vous allez sur Internet voir une petite biographie que j'ai, vidéo, je fais ma première entrevue et je dis à Pascal Ouellimi, j'ai dit, Pascal, je suis le premier éliminé, mais regarde-moi bien aller. J'ai dit, je te le jure, un jour, vous allez entendre parler de moi. Je m'en vais pas chez nous me faire à croire que je suis une vedette parce que j'ai passé à la télévision. Je m'en vais chez nous, je m'en vais travailler, je m'en vais écrire des chansons. J'ai écrit mes chansons. Je fais un démo de 10 chansons. La première chanson qui est sur mon démo guitare-voix, c'est Je l'ai jamais dit à personne, qui m'a valu une nomination à la disque comme chanson de l'année, mon premier numéro 1. Je vais présenter ça à la gang de production G, à toute l'équipe, et on me dit, Étienne, on peut pas faire l'album avec toi parce que malheureusement, c'est pas mauvais ce que tu fais, mais il y a pas de hit sur ton album. T'as pas de hit. Tes chansons sont pas assez fortes. Et moi, au lieu de me décourager ou de me fâcher, je fais parfait. Hey, merci pour la belle expérience. Ça m'a fait plaisir. Si vous voulez me libérer de mon contrat, je vais faire mes choses moi-même. Fait que je suis parti pendant 2 ans faire la tournée des bars, des festivals. J'ai ramassé mes sous. J'ai produit moi-même mon premier album. Et 1 an plus tard, ma première chanson que je lance, je l'ai jamais dit à personne, nominée chanson de l'année à la disque, numéro 1 radio. Ça, c'est... Tu sais, je veux dire, j'étais destiné pour être un joueur de hockey, ma vie s'est arrêtée, j'ai changé. Fait que je pense que la vie nous amène toujours au bon endroit, au bon moment. Il faut écouter son cœur puis se laisser guider. Il y a une phrase que j'ai écrite dans mon premier livre qui dit « Souvent, on choisit ses rêves, mais beaucoup plus souvent, ce sont nos rêves qui nous choisissent. » Fait qu'il faut être à l'écoute de son cœur, de ses rêves, ouais. C'est absolument incroyable. J'ai envie de te poser la question, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir de la peine, d'être déçu, ou les obstacles, ça existe vraiment pas et tu fonces? Ça m'arrive souvent d'avoir de la peine, mais je pense qu'on peut avoir de la peine puis décider d'être quelqu'un d'heureux. Moi, si demain matin, je vais aller dans l'extrême, là, ma maman, que j'aime plus que tout au monde, décède, je vais avoir de la peine. Est-ce que je suis quelqu'un de malheureux parce que ma mère est décédée? Non, j'ai envie de focusser sur la chance que j'ai eue d'avoir cette mère-là dans ma vie qui m'a tout donné, qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Tu sais, c'est sûr que les gens vont dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'on peut vivre tout plein de choses, être une personne heureuse. Moi, j'ai une conjointe magnifique qui est un ange de ma vie, qui est extrêmement malade pendant 2 ou 3 ans. Ben, tous les jours de ma vie, on essayait de vivre dans le bonheur, puis j'essayais de rendre sa vie plus belle. Je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais durant toute la pandémie où elle a été très malade, à tous les matins de ma vie, je me réveillais avant elle, puis je disais, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu de lumière, un peu de bonheur dans sa vie. Je prenais une feuille 8,5 onces, puis j'y écrivais un mot d'amour. Tous les matins, systématiquement. Tu sais, on transforme ces moments-là difficiles. On a dans notre famille quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, qu'on a perdu. On profite de tous ces petits moments-là. Moi, je le dis souvent, la souffrance, la douleur, les difficultés, les épreuves, c'est un marin qui est pris en mer, puis il y a une vague de 40 ou 50 pieds qui s'en vient pour le frapper. Cette vague-là, elle peut vous anéantir, mais elle peut aussi vous amener plus loin. Puis, une fois qu'on a passé à travers ces épreuves-là, il y a une autre chose que je dis souvent, c'est que on peut pas quémander du courage à la vie ou le demander au bon Dieu qu'il nous en envoie comme si c'était dû. Le courage, il faut pas le quémander, il faut l'incarner. On l'a déjà tous à l'intérieur de chacun de nous. C'est une lumière qui est là, mais elle attend la noirceur ou l'obscurité d'une épreuve pour rejaillir à la surface, tu sais. Fait que quand la douleur, quand la vague de douleur ou d'épreuve s'en vient, ben, tu sais, tu l'attends, t'es prêt, t'es préparé, puis tu dis, je suis prêt, bring it on, amène-les. Parce que t'es déjà passé par là. Donc, une fois que t'as passé à travers les épreuves, que t'as incarné ton courage, tu deviens quelqu'un de courageux. Tu sais, tu connais ce territoire-là, t'as déjà été là. Donc, ma conjointe et moi, on a passé à travers tellement d'épreuves que quand ça nous arrive, on essaie de rester dans le bonheur, dans le positif, puis de passer à travers ces épreuves-là et non de se laisser anéantir par les épreuves. Parce qu'il y a toujours du beau dans le chaos, tout le temps. Oui, je pense que oui, puis il faut le trouver... avec l'Alzheimer, avec un proche qu'on a qui souffre d'Alzheimer, on s'accroche à la moindre petite parcelle de lumière. On sait que cette personne-là, on l'a perdue, elle peut plus communiquer avec nous, mais à un certain moment, elle va nous regarder dans les yeux et elle va dire « T'aimes ». Et ça t'arrache une larme et t'as passé la fin de semaine avec cette personne-là qui bouge de tous les côtés. Si on l'amène au restaurant, des fois, on peut faire des cris, c'est difficile, mais pour le « T'aimes ». Quand tu regardes à la fin où elle dit ton nom à un certain moment alors qu'elle l'a pas dit depuis des moments, c'est chaque petit moment comme ça. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, c'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Et ma conjointe et moi, on est toujours dans le bonheur, on apprécie tellement les petites niaiseries de la vie, on se dit, c'est-tu parce qu'on a tellement une belle vie qu'on est heureux de même ou c'est parce qu'on apprécie toutes les petites affaires qu'on est heureux? Puis je dis, je pense que c'est parce qu'on apprécie tout. Tu sais, nous autres, notre anniversaire s'en vient bientôt le 24 janvier, je pense. Moi, je te le dis tout de suite, faut pas que tu te trompes sur la date, parce que je suis pas sûre que tu vas être dans le bonheur ce soir. Ouais, c'est ça.
Je pense que c'est le 24 janvier, puis la première fois écoute, notre place où on va manger ensemble pour célébrer notre anniversaire, parce que c'est devenu notre petite place d'amoureux, on va manger au Scores. Le bar à salade. 16,99 là. Et on est heureux, là. Tu sais, on est heureux parce que c'est notre petite place d'amoureux. On se prend une petite banquette, on s'assoit du même bar, puis tu m'amènerais dans un restaurant que ça nous coûterait 500, puis je serais pas plus heureux. Fait que je pense que c'est bien d'apprécier tous ces petits moments-là pour ce qu'ils sont. Et t'en as fait un entraînement. Parce que j'ai lu que le matin et le soir, t'as même un calendrier aimanté sur ton frigo. En fait, j'ai pas lu, j'étais allée fouiner dans sa maison. C'était toi, ça, hier! Non, oui, ça, j'ai appelé ça le crochet de la gratitude. On dit en psychologie que ça prend 21 jours pour créer une habitude. Et moi, ce que je fais une fois de temps en temps avec ma blonde, et on le fait, là, on est là-dedans ces temps-ci, on le fait au début janvier avec tous nos nouveaux objectifs pour se le rappeler. En fait, c'est 2 petites cases qu'on met dans le haut de notre calendrier et à tous les soirs avant de se coucher, ma blonde et moi, on remercie la vie pour tout ce qu'on a eu de beau dans notre journée puis qu'on apprécie. Et à tous les soirs, on fait le crochet de la gratitude. On vient devant le frigidaire et on remercie la vie. Puis on essaie de faire ça pour une période de 21 jours, une couple de fois, puis ça fonctionne, ça te fait apprécier les petits moments. Et moi, tous les matins de ma vie, dès que je rouvre les yeux, la première phrase que je dis, c'est « Aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. » Systématiquement, tous les jours, depuis je sais plus combien d'années, je le fais sans skipper une journée. Là. Je me lève le matin, je rouvre les yeux, chez nous j'ai un mur blanc comme ça devant moi, et non seulement je dis cette phrase-là, je prends mon doigt, je l'écris sur le mur blanc, je la dis à voix haute. Je fais « Aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie! Yes! Je vais me lever, ça va être une belle journée! » Et je m'oblige à sourire. Je refuse systématiquement de mettre un pied en dehors du lit si j'ai pas un immense sourire sur le visage. J'ai décidé que dans ma vie, là, j'aime beaucoup cette phrase-là que je vais vous partager. Je n'attends plus d'être heureux pour sourire. Je souris pour être heureux. À tous les jours de ma vie, je me réveille puis j'oriente mon esprit vers l'amour, vers la gratitude, vers le positif. Et tu le maintiens vraiment parce que même si en te levant le matin, tu dis « Aujourd'hui, c'est ma nouvelle meilleure journée de ma vie », tu dis que si tu as une mauvaise nouvelle le matin, tu vas encaisser cette mauvaise nouvelle-là et après ça, tu fais « OK, stop, cet après-midi est moi. » Ça va peut-être être le plus bel après-midi de ma vie, mais... oui, je pense que c'est important de se dire ça, et c'est encore plus important quand ça va mal. Parce que quand ça va mal, que tu te lèves, tu n'as pas envie de sortir du lit. Et moi, dans mes pires moments, dans les plus grands moments d'obscurité, c'est cette discipline-là qui m'a tenu, qui m'a obligé quand tu n'as même plus envie de te lever, quand il y a quelqu'un qui est malade, tu te lèves, puis là, tu es obligé de dire aujourd'hui va être la nouvelle plus belle journée de ma vie. Oui. Je me lève, je souris, je me prends en main. Moi, c'est ce qui m'a permis de passer à travers beaucoup d'épreuves. Ben, tellement, et le cerveau va collaborer, là. Si tu lui dis aujourd'hui ça va pas, il y a rien qui va comme je veux, je vis l'enfer, je me sens pas bien, je suis pas à la hauteur, le cerveau il fait OK gang, les neurones on s'active là, on déclenche la journée de merde là. Donc il va littéralement collaborer et il va libérer les biochimies qui nous rendent inconfortables. Donc toi ce que tu fais en te levant le matin, c'est que tu prends le contrôle de ton cerveau et que tu le diriges vers les chemins neuronaux qui vont t'apporter justement ce sourire-là, ce bien-être-là, les opportunités qui sont là. C'est génial. C'est ce qui fait que tu es le créateur de ta vie, finalement. Moi, je veux que tu deviennes ma nouvelle meilleure amie, là. J'aimerais ça que tu viennes toutes me jaser ça pendant une soirée. Là, je t'écoute tellement, je me dis, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Ça n'a pas de bon sens. Là, je t'écoute. Ah, c'est vrai, on est dans une entrevue, il faut que je réponde. Mais je disais que c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut... puiser à l'intérieur de soi pour le trouver, son bonheur. Parce que, tu sais, dans la vie, quand tout va bien, quand tu as le succès, tu as l'amour, tu as l'abondance, quand tout se déroule à merveille dans ta vie personnelle, professionnelle, tu n'as pas besoin de penser à ça, au bonheur, puis de sourire, puis t'es 2 pieds dedans, tu fais juste le vivre. Mais quand tout d'un coup, la vie devient un petit peu plus difficile, que tu as des épreuves, qu'il y a des tempêtes, des nuages gris qui traversent ta vie, ben moi, je dis, c'est à ce moment-là, il faut que tu puises à l'intérieur de toi. Et ma phrase préférée de tout ce que j'ai écrit dans mon premier livre, elle dit, le bonheur, c'est pas le sourire que l'on expose quand tout est rose, c'est celui qu'on porte au fond du cœur dans la noirceur. Oh mon Dieu! Est-ce que tu es capable de continuer à sourire à la vie? Ça prend énormément de courage pour être capable de continuer à aimer et à sourire à la vie dans tes moments d'obscurité. C'est facile d'être heureux quand tout va bien, tu sais. Maintenant, quand tu traverses des périodes difficiles, est-ce que tu es capable d'être encore là? Est-ce que tu es capable d'être courageux? Est-ce que tu es capable d'apporter encore des sourires, puis de l'amour, puis du bien aux gens autour de toi? Ça, c'est le vrai défi. C'est vraiment le défi et tu l'incarnes au quotidien.
Est-ce qu'il y a des rêves impossibles pour toi ou tout est possible? Là, je viens d'avoir 46. Si je rêvais encore de jouer pour le Canadien de Montréal, avec le dos en tout croche comme j'allais, il y a des... Non, il n'y a pas, je pense, dans la mesure du possible, des rêves impossibles. Les limites sont celles qu'on s'impose, en quelque sorte. Je pense que c'est important de trouver... Le but ultime, je pense, c'est de trouver une mission de vie, une valeur suprême vers laquelle tu te diriges, que toutes les décisions que tu prends dans ta vie, à un certain moment, vont vers ça. Moi, j'ai décidé que dans ma vie, tout ce que je faisais, que ce soit des conférences, des livres, des chansons, des entrevues, je veux faire une petite différence positive dans la vie des gens. Si vous ressortez d'ici ce soir, et vous dites, crime, il y a 17 phrases, une phrase qui m'a fait du bien ou que je vais appliquer dans ma vie, moi, tu sais, je suis la personne la plus heureuse au monde. Fait que dans tout ce que je fais, j'ai cette espèce de guide-là. Fait qu'après ça, les rêves, faut que mes rêves soient alignés avec ma mission de vie, avec mon espèce d'idéal. Fait que tu dirais que c'est la première étape? Ouais. Trouver sa mission de vie. Ouais. Et après ça, tout le reste contribue. Ouais, parce que quand tu as un aim, qu'on dit en anglais, une espèce, quand tu vises quelque chose, tu peux t'éloigner un petit peu, mais tu vas toujours ramener. Tu sais, tu peux pas faire ta vie sans avoir au moins une mission de vie, une valeur suprême qui est en haut. Tu sais. Et c'est là que ça fait sens, parce que juste rêver d'avoir une Lamborghini, si c'est pas rattaché à un sens, c'est une plus grande mission. C'est éphémère, c'est un plaisir qui va durer un temps, mais après ça, le vide se fait sentir à nouveau, et là, faut trouver justement des rêves, des objectifs qui sont alignés avec qui on est et ce qui fait sens pour nous. Ouais, je pense que c'est de donner un sens à sa vie. La vie est tellement difficile. La vie est belle. Moi, je dis toujours la vie est belle. Mais la vie est tellement difficile qu'il faut quelque chose de plus grand que nous, qui transcende qu'est-ce qu'on est. Parce que dans les moments de difficulté, dans les moments de souffrance, ça nous prend quelque chose à quoi se raccrocher. Ça peut être tes enfants, ça peut être ta famille, ça peut être un but ultime, mais ça prend quelque chose pour passer à travers ces étapes-là. C'est incroyable. Moi, je t'écouterais pendant des heures, là, littéralement. Il y a des gens qui nous écoutent présentement, qui avaient des rêves, qui avaient des objectifs et qui ont peut-être abandonné par manque de courage, par fatigue, par peur d'atteindre le succès, par peur d'échouer, par peur du jugement, par peur de ne pas être à la hauteur. Souvent, les peurs vont freiner notre élan vers nos objectifs et nos rêves. À ces personnes-là qui nous écoutent présentement et qui t'écoutent, qu'est-ce que tu auras à leur dire? C'est une très bonne question. C'est normal d'avoir peur. Je pense que si tes rêves ne te font pas peur, t'as pas les bons rêves. Parce qu'on dit souvent, c'est cliché, mais que le bonheur, commence en dehors de ta zone de confort. Fait que il y a une phrase qui dit que si tes rêves ne t'effraient pas, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc oui, c'est normal d'avoir peur. Et moi, dans tout ce que je fais, j'ai envie d'avoir cette fébrilité-là. J'ai envie d'avoir quelque chose qui est plus grand que moi. Il faut qu'on ait quelque chose à atteindre qui est difficile. Tu sais, c'est à travers... Qui est très fier de lui de réussir quelque chose de facile? Tu sais, quelque chose qui est trop facile, qui t'est donné tout cuit dans le bec. Est-ce qu'on est fier de ça? Qu'est-ce qu'on est le plus fier dans la vie quand on a passé une épreuve? Quand on a accompli quelque chose qui a été long, qui a été ardu, qui a été difficile? Donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est de voir toutes ces épreuves-là, toutes ces difficultés de la vie-là comme des tremplins, comme des... Moi, j'aime pas le mot problème, je l'ai banni de mon vocabulaire. Dans la vie, il n'y a pas de problème. C'est des défis, c'est des épreuves à surmonter, c'est des challenges, tu sais. Fait que oui, je pense que c'est important, tout le monde, d'avoir un rêve. C'est ce qui nous permet d'avancer au niveau du système dopaminique. Je sais pas si il y a le système de récompense. Le système de récompense, pour bien fonctionner, il y a un grand chercheur de l'université de Stanford aux États-Unis que j'aime beaucoup, qui dit que la meilleure chose à faire, c'est pas de se donner un gros but à atteindre et d'être heureux quand on l'atteint. Ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est de se donner plein de micro-objectifs et d'avoir l'impression qu'on avance toujours dans la bonne direction. C'est ce qui nous amène à être heureux à tous les jours, à être motivé. Et le chiffre magique, moi j'avais dans mon livre, je disais, j'ai inventé ça, ça venait de nulle part. J'ai dit, moi, dans ma recette de sucre à la crème du bonheur, j'ai 5 ingrédients qu'il faut que je fasse à tous les jours dans ma vie pour être heureux. Je ne les dis pas, vous lirez mon livre. J'essaye de les atteindre à tous les jours. Et là, tout d'un coup, j'écoute le podcast de ce docteur-là de Stanford et il dit, pour le système, c'est-tu dopaminique qu'on dit? Mais c'est le système de récompense qui va générer de la dopamine et tout un cocktail biochimique super intéressant. C'est ça. Puis là, il dit, tu peux te donner plein de petits objectifs, mais le chiffre magique de petits objectifs à se donner, à atteindre à tous les jours dans sa vie pour être, selon les études, au maximum de fonctionnement, c'est 5. Et là, c'est ma théorie. C'est moi qui ai inventé ça. Ça s'appelle la recette de sucre à la crème du bonheur. Et là, parce que Félix Leclerc a dit un jour, cette délicieuse phrase que j'aime beaucoup, il a dit, le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Quand t'en veux,
T'en fais! Fait que moi, j'ai dit, la recette du sucre à la crème du bonheur, moi, je disais dans mon livre, ça en prend 5 à tous les jours et je fais des blagues avec ça, mais quand j'ai vu que scientifiquement, le chiffre magique, c'était 5 mini-objectifs à faire à tous les jours, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai dit, ma théorie du sucre à la crème, elle avait du sens. Et on se souhaite à tous et chacun le meilleur sucre à la crème du bonheur. Merci, Étienne Drapeau, pour ta présence, de nous inspirer à nous dépenser. Merci tout le monde. Étienne, c'était tellement intéressant que moi, j'ai envie de plonger encore un petit peu plus dans ton cerveau. Ah oui? Fait qu'on va maintenant passer à l'activité et dans ton cas, je dirais la question à 2000 neurones. OK, fait que je me dirige là. On dirige là. C'est ça, c'est haut pour moi. Notre cerveau est un peu à l'image d'une bombe. Parce que notre cerveau fonctionne par branchement, par association. Et quand on n'a pas les bonnes associations qui sont inscrites dans les chemins neuronaux, ben souvent ça peut exploser dans différents domaines de notre vie. Et ça, on n'aime pas ça. Heureusement, on a la capacité avec la neuroplasticité de pouvoir changer les programmes et d'inscrire une nouvelle association dans nos chemins neuronaux. Donc, je vais avoir 2 questions pour toi. OK. La première question pour toi, si tu t'adressais à ton cerveau présentement et qu'il y avait un chemin neuronal que tu voudrais diminuer l'intensité pour qu'il arrête de te mettre des bâtons dans les roues dans la réalisation de ton rêve ou dans la réalisation de tes objectifs ou la quête de ton bonheur, ce serait quel chemin qui est peut-être encore là et que tu dis là, c'est assez? Tu poses donc bien des bonnes questions. Je pense que ce serait est-ce que ça se dit le chemin neuronal? Oui. Le chemin neuronal, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, mais qui essaie encore aujourd'hui, qui doit travailler encore à arrêter de se comparer. Parce que j'ai une vie extraordinaire, j'ai une famille extraordinaire, j'ai une amoureuse qui est un ange, j'ai une belle carrière, mais il y en a toujours un qui a une plus belle carrière que moi. Il y en a toujours un qui fait plus de spectacles que moi, ou que lui a eu un numéro 1, pourquoi lui a eu ce show-là. Et ça, c'est un combat constant de je suis bon pour être dans la gratitude et apprécier tout ce que j'ai et dire mon aventure, c'est mon aventure, je peux pas regarder lui ou l'autre, je connais pas sa vie. Mais je pense que ce serait ça, de dire je vais arrêter de regarder ce que les autres font et de me comparer parce que je suis heureux avec ce que j'ai. Génial. Donc, à mon signal, je vais compter jusqu'à 3. Et tu vas pouvoir dire à ton cerveau, je demande au chemin neuronal de la comparaison de s'arrêter maintenant. T'es prêt? Ah, je suis prêt en tabarouette, je t'excite. 1, 2, 3. Je demande au chemin neuronal de la comparaison de s'arrêter drette là. Deuxième question pour toi. Maintenant, si tu t'adresses à ton cerveau, que tu observes ton cerveau, il y a un chemin neuronal dans ton cerveau que tu pourrais donner encore plus d'électricité, encore plus de puissance pour basculer en automatisme, pour réaliser tes rêves et tes objectifs avec encore plus de puissance. Ce serait lequel? Peut-être que j'ai un petit peu de difficulté à déléguer et à lâcher prise. OK. Parce que c'est jamais fait assez bien, pas à ma manière, pas assez vite, pas assez intense. Je l'aurais fait comme ça, je veux avoir le contrôle sur tout parce que je suis un crinqué, je veux que ça réussisse, je veux que tout soit parfait. Fait que j'ai de la misère à lâcher prise et à apprécier. Fait que je suis très difficile, peut-être si j'étais en même temps... J'en parle puis j'ai de la misère à lâcher prise, là. Je suis comme, je veux que ça soit pas comme ça, mais... Il y a besoin de plus de puissance, ce chemin-là, là. Peut-être le chemin de faire confiance, de faire plus de bonnes associations avec des gens qui peuvent m'amener ailleurs, de faire plus confiance et de lâcher prise. À 3, on est prêt à donner de la puissance? 1, 2, 3. J'apprends à déléguer en toute confiance aux bonnes personnes et à lâcher prise dans la joie! J'aime tellement ça, voir des gens comme Étienne diriger leur cerveau pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et vous aussi à la maison, vous êtes capable de le faire.
Dans quelques instants, on va recevoir 2 participants de la formation Reprogrammer votre cerveau qui, eux aussi, ont choisi d'apprendre le fonctionnement de leur cerveau pour réaliser tous leurs objectifs et leurs rêves. Et ce, sans limite. Je vous demande d'accueillir Tony C. et Patricia Escapé. Merci d'être là. Merci pour la magnifique invitation. On ne peut pas refuser ça. On va commencer par toi, Tony. Tu es diplômé en biochimie et en administration des affaires. Exact. Mais tu as aussi fait une formation en neurosciences. Tu es devenu coach et, à mon avis, l'un des meilleurs. Et j'ai eu le grand bonheur de pouvoir être accompagnée par toi. Et non seulement tu t'accomplis professionnellement, tu as même décidé de réaliser ton rêve de déménager au Portugal et d'ouvrir ta maison d'hôte avec ton amoureuse Thalie. Yes, exactement. Donc, ça fait depuis plus d'1 an qu'on est les heureux propriétaires d'une maison avec une maison d'hôte juste à côté, un super terrain avec 40 oliviers, des oranges, des citrons, des amandes. C'est vraiment... on vit notre rêve, c'est fantastique. Et merci d'ailleurs d'être ici parce que toi, tu as pris l'avion du Portugal Ben oui. pour pouvoir être ici à Cerveau-Enceinte Quand ce Annick, soir. elle t'appelle, tu réponds. Puis quand elle te demande est-ce que t'es au Canada en janvier, ben tu lui dis peut-être. Ça m'a fait plaisir d'être ici. J'en profite pour voir la famille et les amis, mais vraiment, je suis venu pour cette soirée. Donc merci pour la belle organisation, puis bravo pour ce que tu fais en passant. C'est magnifique et c'est un privilège d'être ici. Merci. Tu m'impressionnes vraiment par ton parcours et un peu comme avec Étienne Drapeau, on dirait que tu es sans limite. On dirait que le succès, c'est facile pour toi et que tu peux accomplir tous tes rêves. Est-ce que tu accomplis tes rêves depuis que tu es tout petit ou tu as dû apprendre à entraîner ton cerveau à réaliser tes rêves? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai longtemps cherché à savoir quels étaient mes rêves, en fait. Étienne a eu la chance d'avoir quand même la clarté, il avait les idées, puis il posait les actions nécessaires vers ces idées-là, mais mes idées étaient pas si claires. Ça a pris beaucoup de temps avant que... J'ai dû essayer plusieurs choses. J'ai longtemps cru que c'était les diplômes universitaires qui étaient pour m'apporter le bonheur, l'emploi de mes rêves. Mais ça m'a repris 3 diplômes universitaires. C'est un bac en biotechnologie, une maîtrise en biochimie puis une maîtrise en administration des affaires pour comprendre que c'était pas ça. Que j'étais en train de marcher le chemin qu'on s'attendait de moi et que je ne marchais pas mon chemin. Donc, après 3 diplômes, là, j'ai compris qu'il fallait que je change ma stratégie. En fait, après ces 3 diplômes-là, comment tu te sentais? T'étais malheureux? Tu te sentais vide, perdu? Ou... Oui, c'est ça. C'est mes parents, en fait, ils m'ont toujours supporté dans mes études. Eux, ils ont bien gagné leur vie de cette manière-là. Ils ont été à l'université, ils ont eu un emploi et maintenant ils sont à la retraite, ils touchent une belle pension. Donc, c'était le modèle qui m'ont fortement encouragé de prendre, sauf que c'était pas mon modèle. Moi, je suis quelqu'un qui a la valeur de liberté très, très forte dans mon palmarès de valeurs. Et c'est maintenant ce qui guide mes actions dans ma vie. Donc, ouais, c'est ça. Et tu avais besoin de contribuer, tu avais besoin de servir, et un peu comme Étienne Drapeau, tu avais besoin de faire une différence positive dans la vie des gens. Oui. Et c'est pour cette raison-là que tu as décidé de devenir coach? Oui, je pense que oui. J'ai réalisé au fil de ma vie que j'avais des qualités naturelles qui étaient des qualités de coach, en fait. Donc, j'avais une grande écoute, une bonne empathie. Les gens venaient vers moi naturellement pour me confier des difficultés qu'ils avaient. Les gens disent que ils se sentent en sécurité pour me partager leurs défis. Puis ça a toujours été naturel pour moi. Donc, je l'ai figuré au fil du temps. Mais... Est-ce que tu as eu à faire face au jugement dans ce changement de carrière-là, de dire, OK, j'ai un diplôme universitaire en biochimie et là, je décide d'être coach et d'aider les gens dans la reprogrammation du cerveau puis à atteindre leurs objectifs. Et est-ce que tu as eu à faire face au jugement? Oui, puis le jugement des proches, en fait. Donc, en fait, c'est pas un jugement, parce que mes parents, ils m'aiment d'un amour inconditionnel, sauf que je voyais qu'ils comprenaient pas mes décisions. En fait, j'avais de la difficulté à l'expliquer aussi. C'était juste un sentiment que j'avais ici. Puis ce qui a été le déclic pour moi, ça a été quand j'ai tourné justement mon regard vers l'intérieur, puis que je me disais, OK, je vais arrêter de marcher le chemin qu'on s'attend de moi, puis je vais commencer à me demander qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie. Et mon père, c'est un comptable, fait que, tu sais, il m'a dit, ouais, mais comment tu vas payer tes factures, t'sais? Puis le déclic pour moi, ça a été parce que je l'ai pas dit, mais j'ai remporté un trophée à l'université. Moi, je suis un roi de la procrastination, là. Donc, c'est pas une blague. Lors de ma soirée de graduation, en 2007, j'ai reçu un trophée que les élèves avec qui je graduais avaient créé. Donc, c'est des pipettes de laboratoire en plastique fondu au centre duquel il y avait mis une minuterie
Parce que j'étais tout le temps le gars de dernière minute, je faisais des nuits blanches avant mes examens. J'étais tout le temps dernière minute. Et ça, j'étais très fier, puis ça a remis ce prix-là avec amour et bienveillance. Sauf que c'est venu nourrir l'image que j'avais de moi-même, qui était quelqu'un qui procrastinait. Donc, qu'est-ce que ça fait un procrastinateur? Mais ça remet tout le temps plus tard ce que ça devrait faire maintenant, tu sais. Donc, c'est devenu une problématique à un moment donné lorsque c'était tout le temps comme ça. Je le savais au fond de moi que j'étais capable de faire des choses excellentes, mais le rendu, quand c'est toujours dernière minute, c'est OK, c'est bien, c'est passable. Donc cet écart-là affectait mon estime de moi. T'sais. Donc j'ai commencé à m'intéresser justement au cerveau. J'ai longtemps pensé que mon cerveau était brisé, mais je me suis dit, il me semble que je suis brillant quand même, je vais peut-être pouvoir figurer quelque chose. Fait que j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences, aux habitudes. Et la motivation. Parce que toi, tu voulais vraiment régler le problème de procrastination, parce que tu voulais t'accomplir, tu voulais être heureux, oui. Mais la procrastination t'empêchait d'atteindre tes buts et tes objectifs. 100%, exactement. OK. Puis, et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour conditionner ton cerveau à t'accomplir et non pas procrastiner? Parce qu'on sait que autant les gens à la maison qu'ici en studio, il y en a beaucoup qui procrastinent. Ben oui. Puis la procrastination, c'est 100% normal, en fait. Le cerveau, au niveau évolutif, c'est une bonne stratégie d'aller vers la facilité. Puis on est conditionné, en fait, pour apprécier beaucoup plus les récompenses immédiates que les récompenses futures. Donc ça, notre cerveau, il n'a pas eu assez de temps d'évoluer là, pendant toutes les millions d'années de l'existence humaine. On vivait dans un environnement à retour immédiat, c'est-à-dire qu'on se déplaçait. Chaque décision qu'on prenait, il y avait un retour, un feedback immédiat. On devait se protéger d'une intempérie, on devait se déplacer pour aller trouver le prochain mammouth à chasser. Fait que c'était toujours, on fait une action, on a un retour, tu sais. Mais c'est juste depuis les dernières années que on vit dans un environnement à retour différé. C'est-à-dire qu'on met des choses dans notre calendrier, on doit penser à qu'est-ce qui va se passer plus tard. Mais notre cerveau, c'est pas ça qui priorise. Il priorise le feedback immédiat. Fait que quand on est fatigué de faire une tâche ou quand on n'a pas envie nécessairement de faire une tâche, on va aller vers des choses qui vont nous libérer de la dopamine parce que c'est la facilité, ça va changer notre état d'esprit, puis on est conditionné pour ça. Donc, quand on comprend ça, on est capable de mettre des meilleurs systèmes en place dans notre vie puis d'éliminer les distractions au maximum. Puis ça, je pense que c'est le plus grand défi de l'ère moderne, d'être capable d'éliminer les choses qui nous font perdre du temps parce qu'ils sont designés pour pirater notre cerveau, ces choses-là, en fait. Donc, il faut en prendre conscience puis il faut mettre des systèmes pour les éliminer si on veut réussir à atteindre nos objectifs. Ben totalement, parce que la dopamine, justement, elle peut être un piège, parce que au lieu d'accomplir les tâches à répétition qu'on doit faire pour réaliser notre rêve, qui demandent du temps, comme tu le mentionnais, ben si on fait autre chose à côté, que j'ai un résultat immédiat, il y a un sentiment de satisfaction. Tout à fait. Sauf que c'est un piège, parce que ce sentiment de satisfaction-là, il va pas durer parce qu'on n'est pas en train d'avancer vers son rêve. Exact. Et ce qui est hyper intéressant dans ton cas, c'est que toi, tu as décidé d'affronter la procrastination et tu t'es donné le défi de faire une vidéo par jour pendant 365 jours. Ouais, ça a été ma manière à moi de tester, si on veut, les notions que j'avais apprises en lien avec le changement, voir si ça fonctionnait vraiment beaucoup. J'avais comme accumulé beaucoup de notions, si on veut, mais là, c'était comme le temps de le tester. Puis pour moi, c'était ce défi-là, parce que c'était aligné aussi avec mon désir de contribuer, mon désir d'impacter positivement. Alors, c'est un défi que j'ai complété avec succès en 2019, puis ça m'a donné la crédibilité maintenant d'accompagner les gens dans le changement puis à développer de la constance. Et je ne savais pas vraiment que je voulais être un coach quand j'ai commencé ce défi-là, mais je savais que je devais le faire. Puis ça, c'est un message important, je pense, pour les gens qui nous écoutent, même si c'est pas clair où est-ce que vous en allez, mais que vous en avez vraiment envie, vous devez donner du gaz là-dessus. Puis vous allez la trouver, la clarté, en passant à l'action. Il y a des opportunités qui vont se créer, il y a des gens que vous allez rencontrer. Toute votre vie va changer si vous êtes capable d'écouter cet indicateur-là. Puis moi, ça a été le déclic qui a tout changé pour moi. Et dans l'approche que tu préconises pour vraiment atteindre ces objectifs, tu as une approche qui est sur l'identité. Et ça a été vraiment un coup de cœur professionnel pour moi. Parce que, je l'ai mentionné tantôt, j'ai fait appel à toi comme coach personnel parce que je voulais faire un virage santé. Et comme beaucoup de femmes au pays, j'ai eu l'effet yo-yo. Donc moi, j'ai fait des régimes et j'ai repris mon poids, j'ai fait des régimes, j'ai repris mon poids. Et en fait, ce que tu m'as dit, c'est que, OK, Annick, on ne fonctionnera pas par objectif, c'est-à-dire que je veux perdre 20 livres par telle date, parce que une fois l'objectif atteint, ton cerveau va te ramener à la case départ parce que l'objectif atteint, parfait, s'il n'y a pas d'autres chemins neuronaux qui sont sollicités, on retourne à la case départ. Et ton approche a été de me dire,
Annick, qui tu veux être. Donc, pour toi, atteindre ces objectifs passe par l'identité. Et ça a été une révélation pour moi. Donc, est-ce que tu peux expliquer au public ce que tu entends par une approche par l'identité? Donc, on a naturellement tendance à se fixer des objectifs, puis je pense que c'est correct parce que les objectifs vont agir comme trajectoire, la direction qu'on veut prendre. Sauf que si on veut que les résultats soient durables, puis qu'on soit constant, je pense que beaucoup de personnes souhaitent avoir plus de constance en lien avec les choses qui sont importantes pour elles, mais c'est de faire attention de ne pas tomber dans le piège des objectifs parce que si c'est tout notre focus est sur un résultat quelconque, lorsqu'on l'atteint, comme tu l'as bien dit, il est barré de la liste, donc qu'est-ce qu'il reste pour nous motiver après? Il reste rien, donc on arrête. Alors que si on se demande quel genre de personne serait capable d'atteindre ce genre de résultat-là, quel genre de personne pourrait courir un demi-marathon ou un 100 km, mais c'est un coureur ou une coureuse. Qu'est-ce que ça fait un coureur ou une coureuse? Ça court. Ça court. Fait que c'est ça, en fait, le déclic aussi qui est important de comprendre. C'est la nuance entre un changement changement d'habitude basé sur les objectifs versus un changement d'habitude qui est basé sur l'identité. Donc, demandez-vous quel genre de personne serait capable d'atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Puis après ça, prouvez-vous-le à vous-même en faisant une petite action. Donc, un 120 secondes, moi j'aime beaucoup le 120 secondes pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable que vous incarnez en fait l'identité d'une personne qui serait capable d'atteindre cet objectif-là. Donc, c'est vraiment de construire des votes en faveur de l'identité qu'on souhaite incarner. Donc, à chaque fois que vous faites une action qui est alignée vers l'identité d'une personne que vous souhaitez être, vous accumulez un vote de plus. Puis, au fil du temps, je peux pas vous dire exactement à quel moment, mais à un moment donné, il y a un déclic. À un moment donné, vous avez assez de preuves à l'intérieur de vous que vous vous dites, hey, je suis peut-être ce genre de personne-là, finalement, parce que ça fait X nombre de jours que je fais telle action. Puis là, c'est toute la puissance des petits gestes qu'on pose. Et parce c'est que une puissance incroyable et je peux en témoigner parce que la première question que tu m'avais posée, c'est qui tu veux être. Et moi, je m'attendais à, moi, je veux perdre 20 livres, 30 livres et autres. Et tu m'as dit, non, on va pas là, qui tu veux être. Et j'étais nouvellement grand-maman et spontanément, je t'ai répondu, je veux être une grand-maman en santé. Et à tous les jours, tu me disais, qu'est-ce que ça fait une grand-maman en santé? Tu dois incarner la grand-maman en santé. Et justement, tous les jours, je devais faire un minimum de 120 secondes. Donc, encore une fois, avec de la répétition, on envoie un courant électrique. Et effectivement, il y a ce point de bascule-là dans le cerveau où ça devient un automatisme. Et je me rappellerai toujours du jour où Éric et moi, on s'entraînait sur le tapis, moi sur le tapis roulant, lui sur le vélo. Et à un moment donné, je l'ai regardé et j'ai dit « Oh mon Dieu! On est vraiment des grands-parents en santé! On est vraiment ça! » Et c'est avec une approche identitaire que j'ai réussi à perdre 30 livres et à le maintenir encore à ce jour avec quelques fluctuations de 4-5 livres, mais ça, on le dit pas. Donc, mais encore à ce jour, je suis fière et quand je sens que mon énergie baisse, je n'embarque pas sur la balance, je me pose la question qui je veux être et qui je veux être pour ma petite fille. Et c'est toujours une grand-maman santé. C'est de toute beauté. Puis une journée qu'on est fatigué ou que ça ne tente pas, vous avez entendu Annick, 120 secondes, ça paraît ridicule, insignifiant. C'est sûr, si on regarde le volet performance, de faire 2 minutes de vélo, 2 minutes de marche, c'est ridicule au niveau de la performance. Mais au niveau de l'identité, c'est suffisant pour avoir un vote positif. Le plus difficile, c'est vraiment de commencer. Puis si t'es capable de faire au moins 120 secondes une journée que ça te tente moins, ben t'incarnes quand même cette identité-là. Puis si tu le fais toujours ça, à un moment donné, tu vas avoir des meilleures journées, mais tu vas te rendre à ton objectif. Totalement. Et le cerveau collabore et on finit par atteindre ces objectifs-là. Oui, puis c'est ça, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une habitude doit d'abord être créée avant que vous pensiez pouvoir l'améliorer. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas. C'est très contre-intuitif aujourd'hui dans la société. On voit beaucoup de résultats finaux. Alors nous, on est à la maison sur les médias sociaux, on voit ce gars-là, cette fille-là qui a l'air super en forme, puis là, on se dit que, ouais, si je veux un jour aspirer à avoir l'air de ça, mettons, ou avoir cette chose-là, ça doit me prendre des efforts incommensurables, il va falloir que ce soit difficile, il va falloir que je transpire. Et là, vous allez commencer à faire des actions, vous allez y aller intense, vous allez y aller, ça va être beaucoup trop difficile et vous allez abandonner parce que vous n'aurez pas accumulé assez de répétitions pour créer l'habitude et ça va être trop difficile si le cerveau ressent des émotions désagréables, il ne voudra pas répéter ce comportement-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer ridiculement petit puis ça, c'est très contre-intuitif.
Donc, c'est la base du micro-changement qui nous amène justement vers la réalisation de nos rêves et nos objectifs. Exact. Sur le plan personnel, Tony, après avoir été un coach d'exception, d'avoir ton entreprise avec ta collègue Annick Lalancette, qui est absolument extraordinaire, vous accompagnez des gens dans l'art d'atteindre leurs objectifs par des micro-changements. Et là, tu as une carrière florissante et tu as un nouveau rêve et tu décides de quitter le Québec, d'aller au Portugal et d'ouvrir ta maison d'hôte. Encore une fois, plein d'embûches, jugement de quitter le pays, mais tu fonces et tu réalises tes rêves. 100%. Donc ça, c'était vraiment un projet de couple. Puis c'était beaucoup pour Thalie, en fait. Donc elle a une maîtrise en développement du tourisme, puis elle a vraiment son super pouvoir, c'est d'amener la beauté dans les choses. Donc elle a fait des choses extraordinaires avec la maison d'hôtes qui est disponible maintenant depuis 1 mois. On a déjà quelques réservations, c'est super motivant. Moi, j'ai commencé à organiser des retraites de vacances coaching aussi au Portugal pour une expérience plus immersive. Mais vraiment, on est Ça n'a pas toujours été facile, là. Parce qu'il y a encore une fois, les gens pourraient dire « Oh, wow, il y avait un rêve d'ouvrir sa maison d'hôte dans un autre pays, il a réussi, maintenant il y a des réservations. » Mais la réalité, c'est qu'il y avait des embûches, il y a eu des problèmes de loi que tu ne connaissais pas, la barrière de la langue. Ben oui, honnêtement, c'est une série d'embûches. Une série d'embûches. Il faut vraiment apprécier les embûches dans un sens, mais plus qu'on s'expose à des embûches, plus que c'est facile, puis plus on est capable de changer notre approche. Puis comme Étienne Drapeau l'a si bien expliqué, c'est comme chaque obstacle, c'est vraiment comme c'est un apprentissage, puis ça nous rapproche, ça nous aide à passer au prochain niveau. Puis c'est comme ça qu'on arrive à avoir un résultat qui a l'air grandiose de l'extérieur, mais c'est par une série de petites embûches. Puis il faut les doser, les embûches, en fonction de où est-ce qu'on se situe. C'est très personnel, puis c'est en fonction de nos rêves et de nos objectifs. Mais c'est comme ça qu'on arrive à réaliser des grandes choses, c'est en s'exposant un peu plus, puis en gagnant ce vote-là que « Hey, j'ai réussi à passer au travers ça. » Fait que je suis peut-être capable de réussir à passer au travers ça, finalement, tu sais. Et de le célébrer. Est-ce que tu célèbres chacune de tes victoires? Oui, mais je dois quand même travailler là-dessus encore plus parce qu'on dirait qu'après un obstacle, je suis comme OK, c'est what's next, mais c'est important de prendre le temps de faire une petite pause, puis tu me le rappelles bien avec les You et c'est précieux parce que c'est même si c'est juste une petite célébration, c'est important parce que ça l'aide à solidifier justement le chemin neuronal et ça nous motive à continuer. Tout à fait. Moi, j'ai envie de te célébrer et tous ici en studio, on a envie de te célébrer dans ta persévérance à atteindre tes objectifs et tes rêves. Bonjour Patricia. Bonjour Annie. Je suis tellement contente de te recevoir parce que je pourrais dire que tu es une des élèves les plus assidues dans la reprogrammation du cerveau parce que tu l'appliques dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle et même tu l'enseignes à tes enfants qui ont accompli des miracles. C'est absolument phénoménal. Donc, tout d'abord, tu es mère de 2 merveilleuses filles, mère et belle-mère de 2 merveilleuses filles. Tu travailles comme... Je travaille comme directrice de compte pour une compagnie de distributeurs alimentaires. Oui. Et là, tu te préparais pour ta retraite. C'est ça. Et il y avait un grand changement de carrière et tu rencontrais quelques embûches et là, tu t'es dit, non, je dois diriger mon cerveau dans la réalisation de mon rêve, C'est ça. qui est de me réaliser professionnellement en travaillant dans l'énergie, le Le Reiki. Reiki, c'est ça. Ben, en fait, au début, je me suis dit, là, je vais préparer pour ma retraite pour après. Puis, là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je veux aider le monde. Je veux suivre des cours en naturothérapie, en Reiki. Ça fait 15 ans que je fais du yoga. Je veux être professeur de yoga thérapeutique. Puis là, je fais comme, non, j'y arriverai pas, là. Non, là, ça se peut pas, là. Je suis trop vieille. Je peux pas. Là, je commence à avoir des peurs. Puis là, comme disait Étienne tout à l'heure, les peurs, là, c'est hallucinant, là. Puis moi, j'avais peur de tout, là. Et est-ce que tu as basculé dans le syndrome de devoir faire encore plus de formation et encore plus de formation Ben oui. pour aller chercher un sentiment de compétence? Mais en pour fait, essayer c'est de pas là. tout avoir, là. Tout. Ben là, il y en a un que je finis au printemps pour avoir mon diplôme en naturothérapie. Ouais. Mais je suis allée chercher mon Reiki 3. Je suis allée chercher mon yoga. Je suis allée chercher tout ça. Je me suis dit, je peux pas, là. Mais ça a été long avant que j'arrive à faire tout ça, là. C'est, comme disait Tony, des embûches, on en a, là. J'avais peur de tout. Je me disais, si je m'en vais vers ça, ben là, je vais manquer d'argent. Là, j'ai eu la peur de manquer d'argent. Moi, j'ai élevé ma fille toute seule. Donc, pendant 14 ans, j'ai élevé toute seule. J'étais monoparentale. Donc, chaque fois, je me disais, hey,
est-ce que je vais arriver à payer mon loyer? Est-ce que je vais arriver à manger? Donc, il y avait des choix à faire, puis c'est ça. Et beaucoup de gens vont être en écho avec ce que tu dis parce que c'est une peur qui est très fréquente de dire si j'abandonne ce que je fais là pour réaliser mon rêve, comment je vais vivre? Comment je vais subvenir à mes besoins? C'est un risque à prendre. Ben, c'est ça. Donc, j'ai commencé avec toutes ces peurs-là. J'ai dit non, je m'embarquerai pas dans rien, là. Ça sert à rien. Là, j'ai une job qui va bien. J'aime ça. Ça me plaît. Je vais continuer avec ça. Mais là, il y a quelque chose qui manque. Oui, parce que t'as voulu abandonner, toi. T'as dit, OK, j'arrête ça, j'ai trop de C'est ça. J'ai dit, moi, j'arrête ça. C'est bien trop compliqué. Ça marche pas. Puis là, je me suis dit, non. Là, faut que je trouve une solution. Ça marche pas. Et là, je suis tombée sur Annick et sur la formation. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que j'apprenne à reprogrammer mon cerveau. Faut que j'apprenne ça. Faut que je m'enlève ces peurs. C'est sûr qu'on peut pas tout enlever, mais on peut les calmer. Et c'était quoi tes plus grandes peurs que tu as reprogrammées pour arriver justement il y à avait plonger dans ta le nouvelle vie? syndrome de l'imposteur. Ça a été, on s'en est parlé avec Tony une couple de fois, ça en est parlé, Et le syndrome de l'imposteur se manifestait comment? Je suis pas assez? Je suis pas bonne, je suis pas capable, j'y arriverai pas, les autres sont meilleurs. Puis pourquoi le client va venir me voir moi? Pourquoi moi? Je me disais, pourquoi du Reiki, il y en a, de la naturothérapie, il y en a, du yoga, il y en pleut. Je dis, pourquoi ils vont venir me voir, moi? Donc là, je me disais, ça sert à rien, là, ça sert à rien. Et ça, c'est ce que tu as reprogrammé. Tu as dit à ton cerveau, je le mérite et les gens vont venir me voir, moi. Oui, c'est ça. Puis je vais avoir une clientèle, puis quand je vais décider d'arrêter mon travail, je vais avoir une clientèle et je vais pouvoir vivre de ça. C'est ça que j'ai reprogrammé. Et ça t'a généré un mieux-être incomparable. T'avais pas touché à ça depuis longtemps. T'as eu des résultats dans ta vie, tes yeux brillaient, tu partageais les témoignages dans le cours. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que t'es tellement tombé en amour avec la reprogrammation que là, que tu voulais que tout le monde autour de toi reprogramme son cerveau. Oui, je comprends pas que les gens sachent pas ça. Ça se peut pas, là, je vous le dis, là, faut tout que vous inscriviez à ça, là. Tout le monde devrait faire ça. Tout le monde. Mais tellement, hein? Ce qui m'impressionne, en fait, c'est quand tu m'as partagé que ta fille vivait un enjeu majeur par rapport à la réalisation d'un rêve. Et ta fille faisait du patinage artistique. C'est ça. Il y avait 2 rêves dans le fond. Il y avait 2 rêves. C'est ça, les 2. Le premier, c'est qu'elle voulait rentrer à l'université. Donc ça, elle était inscrite, tout allait bien, elle fait de l'anxiété généralisée, elle a un trouble d'anxiété généralisée, elle était diagnostiquée avec ça. Et donc là, je me dis, j'espère que je vais pouvoir l'aider, mais je me dis, je suis pas trop sûre. Puis à un moment donné, elle est au travail et elle apprend que ce qu'elle devait pour aller pour la première fois à l'université à Montréal pour rencontrer l'école au départ, puis tout ça, la pour formation. Une entrevue, pour ça. déposer sa candidature. Exactement. Parce que c'est son rêve. C'est ça. Sauf que là, elle souffre d'anxiété qui la paralyse. Là. Puis là, elle apprend qu'elle devait faire ça en Zoom normalement. Elle pensait qu'elle devait faire ça en Zoom et elle reçoit un courriel pour dire « Vous êtes attendu à 6 heures à Montréal. » Il est midi et là, elle part en panique complète, pleure, plus de respiration, vraiment le gros stress, le gros choc. Le cœur qui débat, l'anxiété dans le tapis. C'est ça. Et là, c'est le cerveau de la survie qui embarque. Là. Oui. Donc là, j'ai dit, OK, là, on va mettre en application ce que j'ai appris. On va d'abord la calmer. Puis après, avec les techniques de reprogrammation, j'ai dit, OK, parce que là, il fallait qu'elle parte du bureau, qu'elle prenne son auto, qu'elle aille pour la première fois se stationner pour le métro. Ensuite, qu'elle prenne le métro, elle avait jamais pris le métro. Ensuite, qu'elle trouve où c'était l'université parce qu'elle avait pas eu le temps de se préparer. Quelqu'un qui a une anxiété généralisée, quand il se prépare, en tout cas pour ma fille, quand elle se prépare, elle arrive à le gérer quand même assez bien. Mais là, elle était pas prête, là. Elle savait pas c'était où, rien, la panique. Exact. Et l'imprévu, pour les gens qui souffrent d'anxiété, c'est atroce. C'est un déclencheur terrible et là, c'est extrêmement inconfortable. Donc là, j'ai tout écrit une reprogrammation, je l'ai toute mis, puis là, t'es là, j'y arriverai pas. Ben oui, tu vas y arriver. Donc là, on a tout fait ça. Elle est partie, elle a tout fait, elle arrive à l'école, il y avait écrit « On vous attend dans ce local-là », elle me le prend en texto, elle me l'envoie, puis elle dit « J'y suis ». J'y suis enfin. Ouais, et quand elle est sortie, j'ai dit « Oublie pas la célébration ». Et là, elle était dans la voiture « Wouhou !» Donc, elle a maintenant ça.
Et c'est une force incroyable parce que l'anxiété, le stress chronique, c'est une étiquette que les gens reçoivent et en fait, ils subissent les programmes de leur cerveau. Alors que si on le programme à dire, ben moi, j'ai ce rêve-là qui est important pour moi et je dois sortir de la maison, je dois embarquer dans le métro et je veux embarquer dans le métro dans telle énergie, je veux débarquer dans telle énergie, je veux entrer dans l'université dans telle énergie et je veux m'adresser aux gens avec confiance, solidité. Et quand on le fait avec des techniques d'impact en neuroplasticité, le cerveau, il fait « OK ». Et quand il voit le métro, il voit l'université, il fait « OK, moi j'ai ça dans mon cerveau, je dois déclencher de la solidité et de la fierté ». Et ta fille est un petit peu sceptique au début parce que, bon, c'est maman qui veut encore me montrer des techniques pour gérer mon stress. Mais ce que tu nous racontais, en fait, c'est qu'elle était tellement en joie. Tellement fière. Tellement fière. Tellement fière en sortant. C'était hallucinant, là. Puis ça fait que quand elle a eu le deuxième point, qui est relié au patin, là, quand je lui ai dit « je vais t'aider », là, oui, OK, c'est beau. Maintenant, elle me les demande. Les Trissera, elle me les demande. J'ai quelque chose à faire, j'ai une planification, j'ai un oral à passer, j'ai un examen, peux-tu m'aider? C'est comme, c'est ça. Oui, il faut que je fasse de mon cerveau un allié. Donc, pour mettre en contexte les gens, ta fille fait du patin artistique. C'est un de ses rêves, elle s'épanouit dans tout ça. À un moment donné, arrive la peur de faire un saut et que la lame tranche... Qu'elle meurt. Donc, la lame tranche sa gorge. Je sais pas si elle a vu quelque chose, on l'a jamais vraiment su, mais il s'est implanté quelque chose dans son cerveau qu'à un moment donné, plus capable de sauter, plus de double saut, plus rien, plus capable. Elle était complètement paralysée. Elle arrivait à l'essayer de sauter, puis là, dans son cerveau, je suis arrivée à savoir que dans son cerveau, il y avait sa petite voix qui lui disait « Hey non, saute pas, tu vas mourir! » Ouais. Donc là, elle était comme... Puis là, sa prof disait là, il n'y a plus rien ça bloque, en fait, le cerveau la protégeait, sauf que là, elle ne faisait pas les sauts. C'est ça, là, ça marchait plus. Et là, elle était vraiment tiraillée parce que là, elle avait plus de plaisir. Elle était dans la peur. Et elle s'est demandé à un moment donné si elle devait abandonner son rêve ou pas. Elle voulait arrêter. Elle se dit, ben là, j'arrête, je vais arrêter de patiner, ça sert à rien, j'avance plus. Ma prof me dit qu'on fait toujours la même affaire puis que j'avance plus, ça sert plus à rien que je continue. Sauf qu'elle a une maman qui s'appelle Patricia. Et toi, tu dis, t'as un rêve, t'as un objectif. Tu veux patiner, t'aimes ça, tu t'amuses. Elle fait plus de compétition, elle est rendue à 21 ans, elle s'amuse. Donc, c'est correct, mais elle aime ça. Donc, pourquoi t'arrêterais quand t'aimes ça? Pourquoi tu laisserais une peur t'empêcher de t'épanouir pleinement? C'est ça. Donc là, on a reprogrammé, puis là, maintenant, ça va super bien. Elle recommence à sauter. Pas au championnat olympique, là, attention. Là. Elle recommence à sauter, mais il n'y a plus la peur. Maintenant, il y a la technique à continuer à travailler, mais il n'y a plus cette peur-là. Il n'y a plus cette peur-là. Donc, après avoir fait les techniques pour dire à son cerveau, quand je saute, je ne suis pas en danger de mort, mais je suis dans la joie, dans le bien-être, dans la sécurité de réaliser ma passion. Et là, le cerveau s'est mis à collaborer et dire, OK, quand il y a le mouvement de sauter, on déclenche les bonnes biochimies, on est dans la joie de réaliser son rêve. Et là, elle était portée par ces biochimies-là. Et aujourd'hui, au lieu d'abandonner, elle continue de réaliser. Puis elle célèbre. Et sa prof m'a demandé, parce qu'elle ne l'avait pas dit, m'a demandé, là, qu'est-ce qui se passe avec Oriane? Elle m'a appelée, elle m'a dit, là, il faut que je te voie, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec Oriane? Elle a retrouvé une joie de vivre, elle s'amuse, elle saute. C'est quoi ça? Elle m'a parlé, je sais pas quoi, que tu avais joué dans son cerveau, là. Pas encore, là, je suis pas rendue là, mais bon. J'ai dit, on a reprogrammé, puis c'est ça, ça va bien. Donc, tout le monde devrait faire ça, je te le dis. Tu es une grande ambassadrice de la reprogrammation pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Merci, Patricia, d'avoir partagé ça avec nous et de nous inspirer à continuer de trouver du plaisir dans ce qui nous fait du bien. Merci énormément. Merci. Si vous aussi à la maison, vous avez envie de faire de votre cerveau un allié pour réaliser vos rêves, je vous invite dans un premier temps à penser à un objectif, un projet ou un rêve que vous souhaitez atteindre. Ensuite, décrivez tout ce que vous devez faire pour y arriver. Autrement dit, découpez votre grand objectif en sous-objectifs ultra précis.
c'est-à-dire avec qui, quand, comment, quelle heure. Le cerveau a besoin de précision. Ensuite, écrivez dans quelle émotion vous souhaitez réaliser chacune des étapes. Est-ce que vous voulez être serein, calme, dans la joie, dans la confiance, dans la solidité, dans l'émerveillement? N'oubliez jamais que le cerveau carbure à l'émotion. Puis, la veille ou en vous levant le matin, fermez les yeux et visualisez tous les détails du déroulement de ce que vous devez accomplir en ressentant exactement les émotions que vous aviez choisi de ressentir et terminez en disant à votre cerveau « Merci de me soutenir exactement de cette façon et dans cette énergie et faites confiance à votre cerveau, il vous soutiendra comme jamais. » Je vous invite donc en studio comme à la maison à penser à vos rêves, à vos objectifs, à vous lever et à vous donner tout l'amour possible parce que sans amour, on peut pas réaliser ses rêves et vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, je vous demande d'accueillir Étienne Drapeau qui va nous chanter « La vie est faite pour s'aimer ». Réalisez vos rêves, tout le monde. Étienne Drapeau! La vie est un long voyage, qu'il serait triste d'y naviguer si t'abandonnes à la moindre marée. N'aie pas peur des naufrages, c'est pas d'être faible que de pleurer parfois. Vaut mieux jeter l'ancre qu'avancer. Mais faut savoir continuer, la vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. Êtes-vous capable de chanter ça avec moi? Allez, on essaye. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est un rosier que le vent incline à son gré, mais qui revient toujours sur ses pieds. N'aie pas peur d'être blessé, c'est pas d'être faible que de protéger son cœur des douleurs du passé. Mais faut savoir continuer, la vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. Je veux vous entendre, allez, vous allez chanter haut et fort avec moi. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, 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 oh. Allez, on fait ça ensemble, tout le monde. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, 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 oh. La vie est faite pour s'aimer. Est-ce qu'il y a des gens dans la gang d'Annick qui croient que la vie est faite pour s'aimer? Alors, vous allez chanter haut et fort avec moi la première phrase. La vie est faite pour s'aimer. Vous êtes prêts? On y va! La vie est faite pour s'aimer. La gang d'Annick, vous allez me faire ça plus fort que ça. Attention! La vie est faite pour s'aimer. Hey! Allez, on tape des mains! La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. On fait du bruit.
La vie est faite pour s'aimer. Merci! Alors, nous voici à la fin de ce 3e épisode qui clôture ce merveilleux voyage qu'on a fait ensemble à travers les mystères et la splendeur de notre cerveau. Souvenez-vous que chacune de vos pensées, chacun de vos objectifs et chacun de vos rêves ont débuté dans l'immensité de votre esprit. En espérant que ce que vous avez appris ce soir et au cours des 2 épisodes précédents puisse vous aider à bien diriger votre cerveau dans la direction de vos rêves. Je vous invite à regarder le monde tel qu'il pourrait être grâce à vos rêves réalisés en collaboration avec votre cerveau. Et passez à l'action. Vous pourriez à votre tour être grandement surpris des résultats. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt, j'espère. La vie est faite pour s'aimer. Mon Dieu que c'est vrai et que ça fait du bien d'entendre Étienne nous chanter ça. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. J'espère que vous y avez retrouvé des pépites qui vont vous aider là, maintenant à pouvoir diriger votre cerveau vers vos rêves à vous et l'atteinte de vos objectifs qui sont importants pour vous. Donc, je suis extrêmement heureuse d'avoir pu vivre cette expérience-là avec vous aujourd'hui et au cours des 2 épisodes précédents. On a eu tellement de plaisir à l'interne à préparer ces épisodes-là pour vous. Vous savez, je suis pas une animatrice, mais dans l'âme, je suis une pédagogue, j'ai un diplôme universitaire en enseignement. Moi, mon dada, ma passion, c'est d'enseigner la reprogrammation du cerveau. Mais là, on s'est amusé, on est sorti de notre zone de confort pour créer un talk show qui, j'espère, vous a plu, vous a fait du bien parce que c'était ça notre objectif à nous. C'était ça notre rêve à nous, de créer quelque chose de magique et de divertissant autour du sérieux qui est le cerveau. Donc, voilà, j'espère que ça vous a inspiré à mieux comprendre le fonctionnement de votre cerveau et surtout à le diriger vers ce qui est important pour votre cœur. Donc, à nouveau, si vous avez aimé cet épisode-là, merci de le partager au max. On veut faire du bruit, on veut que les gens comprennent l'importance de comprendre le fonctionnement de leur cerveau et de le diriger. Et on ne sait jamais, peut-être que c'est cet épisode-là qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et comme je l'ai mentionné régulièrement au cours des derniers jours, si toi, la reprogrammation du cerveau, ça t'intéresse et que tu veux agir maintenant, tu veux apprendre encore plus, tu veux comprendre les vraies techniques qu'on met en place pour pouvoir reprogrammer son cerveau, parce que oui, on peut le rediriger, ça c'est quand on fait le stop et on dirige ailleurs. Mais si on veut vraiment aller travailler au niveau de la neuroplasticité et changer une association dans le cerveau, ça prend des techniques concrètes pour pouvoir faire une reprogrammation et que ce nouveau chemin neuronal-là nous supporte par la suite. Ça, c'est par le biais de la formation Reprogrammer votre cerveau où j'enseigne tout plein de techniques. Je vous accompagne vraiment dans cette démarche-là pendant 12 semaines. La prochaine cohorte débute le 28 février prochain. J'ai accompagné plus de 4200 personnes à ce jour. Et là, je suis hyper fébrile parce qu'il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui ont décidé de joindre. Ça va être fou. L'équipe est prête. On est prête à vous accompagner étape par étape. On va répondre à toutes vos questions et on va vous aider vraiment dans l'application des techniques pour que vous puissiez très, très bien reprogrammer votre cerveau et obtenir des résultats là. Parce que là, c'est assez de subir son cerveau. Parce que si on ne le reprogramme pas, vous savez, le cerveau, il a tout enregistré et il exécute le programme. Donc, s'il y a un programme dans votre cerveau qui vous cause problème, c'est sûr qu'il va continuer de rejouer ce programme-là tant que ce ne sera pas changé. Donc, si vous décidez de le changer maintenant, ça va me faire un grand plaisir de vous accompagner. Donc, vous pouvez aller chercher l'information sur mon site web, anniklaprate.com. Donc, je vous souhaite une magnifique journée dans l'amour de soi, dans l'amour de la vie, comme Étienne nous l'a si bien chanté. La vie est faite pour s'aimer. Donc, à très bientôt tout le monde. Une de mes plus belles réalisations que j'ai faites grâce à cette formation-là, c'est que j'ai écrit un livre. Et en plus d'avoir écrit mon livre, je me suis auto-publiée. Ça, je vous dirais que c'est une coche de plus, puis c'est grâce à la technique reprogrammation du cerveau que Annick nous présente dans sa formation que j'ai pu me reprogrammer à différents moments bien clés de mon parcours d'auteur et d'auto-éditrice. Donc, c'est grâce à sa formation, à sa technique.
Écoutez, c'est vraiment un laboratoire où on apprend de la théorie et de la pratique. C'est la combinaison des deux qui nous permet de s'outiller encore plus davantage quand on est dans le domaine d'accompagnement de d'autres personnes. Donc, moi, je recommande cette formation-là. C'est juste de la magie avec Annick.